L'or retrouve-t-il son rôle de valeur refuge alors que les marchés financiers ont connu un mois turbulent sur le secteur bancaire, en tout cas depuis début mars? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui avec François Delassus. Bonjour François Delassus. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes consultant pour Or en Cash. Les marchés financiers ont pu suivre les déboires du secteur bancaire depuis début mars. Ça a commencé avec donc Silicon Valley Bank tout début mars. Ensuite, l'épisode Crédit Suisse en Europe. Plus récemment, les questionnements autour de Deutsche Bank. Et dans le même temps, si l'on regarde la progression du cours de l'or, on se rend compte que début mars, l'once d'or était aux alentours de 1800 $, un petit peu au-dessus des 1800 $, et que on est aujourd'hui à un peu plus de 2000 $ l'once d'or. Est-ce que l'or retrouve ce rôle de valeur refuge qu'on lui connaît si bien, mais qu'on avait un peu moins vu ces derniers temps? En fait, là, c'est typiquement, si vous voulez, une préoccupation des investisseurs et des particuliers qui, avec cette crise bancaire, regarde un peu le risque des placements financiers et le risque de défaut. D'accord. Et là, il est vrai que l'or a une qualité, en particulier l'or physique, on en parlera tout à l'heure, d'avoir aucun risque émetteur. Donc là, immédiatement, quand vous êtes investisseur, quand vous voyez des gens se précipiter dans la banque pour chercher leurs fonds, ça fait peur. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, l'or a pris 9% en dollars, 4,5% en euros. Il a pris 9% surtout depuis, vous avez raison de noter, depuis l'affaire de la Silicon Valley Bank, et puis les turbulences turbulences même sérieuses de Crédit Suisse, et des inquiétudes sur Deutsche Bank. Donc là, on peut dire qu'on a un retour, pas un retour, mais disons, on marque l'or comme valeur refuge, sachant que le contexte géopolitique, l'inflation porte l'or depuis maintenant plus d'un an. D'accord. Oui. Donc en fait, il faut pas regarder simplement un mois en arrière, mais même peut-être un an en arrière pour constater effectivement ce retour progressif sur l'or. Tout à fait, tout à fait. Et alors, il n'y a pas que le prix qu'il faut voir. Il y a aussi le fait qu'il faut voir les achats. D'accord. Et si on se reporte à l'année 2022, on a un indicateur très intéressant. C'est jamais les banques centrales n'ont acheté autant d'or qu'en 2022. C'est le deuxième record depuis 20 ans des banques centrales qui ne vendent plus d'or depuis 2009 et qui en achètent. Et en 2022, elles ont acheté plus de 1100 tonnes d'or physique sous forme de barres. Et il faut regarder aussi le chiffre. Donc pour en constituer des réserves pour le coup. Arbitrer dans leurs réserves. Alors, il y a les banques émergentes manquent d'or, si vous voulez, par rapport aux banques des pays développés. Bien sûr. En France, il y a 67% d'or dans les réserves stratégiques des banques centrales. Dans certains pays émergents, elles sont à moins de 10%. Donc, il y a un volume. Il y a une volonté aussi pour certaines banques de dédollariser leurs réserves. Et puis, il y a le fait que l'or n'appartient à personne. Une fois que vous l'avez, c'est à vous. Il n'y a pas ce que je vous disais tout à l'heure de risque de défaut. Et en plus, c'est une valeur qui s'échange à tout moment, partout dans le monde. Un mot peut-être justement sur ce risque de défaut que l'on ne retrouve pas dans l'or, c'est-à-dire que oui, effectivement, l'or ne peut pas faire faillite. C'est-à-dire que l'or ne peut pas faire faillite. Et puis en plus, il n'y a pas de risque émetteur. Si vous prenez de l'or physique, vous prenez n'importe quel papier financier, même si vous avez un très bon émetteur, rien ne vous empêche d'avoir un jour l'émetteur qui fait faillite. Bien sûr. Oui. Alors qu'une fois que vous avez l'or physique, il n'appartient à personne. Il est à vous. Son prix s'impose à tout à chacun à travers le monde. Donc ça devient, si vous voulez, un actif sans risque émetteur, sans risque de contrepartie. Donc si je comprends bien, alors effectivement, on voit le cours de l'or progresser depuis un mois, même si on le voyait moins progresser sur les mois précédents, il ne faut pas regarder que l'indicateur prix, mais peut-être effectivement les volumes d'achat. Mais sauf que mécaniquement, les volumes d'achat ont un impact sur le prix. Oui, mais en fait, l'or, c'est là où c'est un peu trompeur. Si on regardait simplement les fondamentaux du marché de l'or, on est depuis des années sur une demande qui est en augmentation, régulière et ferme, et sur une production qui est stable. Autrement dit, si vous regardez la production minière, bon an, mal an, depuis 10 ans, c'est 1,5-2% par an. D'accord. Le recyclage de l'or est un élément important, mais c'est une variable qui ne bouge pas beaucoup. D'accord. Donc, on est sûr, si on regarde les fondamentaux, on a une demande qui augmente et une production qui est plus ou moins la même. Donc, fondamentalement, on aurait une hausse permanente du cours bien de l'or. sûr, oui. Simplement, il ne faut jamais oublier que l'or dépend aussi des marchés financiers.
Et donc, en particulier, c'est ça qui est très, très intéressant, c'est qu'en fait, on sait très bien que c'est la bourse américaine, il ne faut pas se tromper, la bourse américaine qui donne le là dans le monde. Donc, sur les marchés financiers, les gens vont aller sur des actifs risqués si la bourse est bonne, si la croissance économique est sûre, s'il n'y a pas d'incertitude. Et dès qu'il y a des incertitudes, dès qu'éventuellement on s'aperçoit que les actifs deviennent trop risqués et qu'il y a un risque, on va aller se porter sur des actifs réels, des actifs alternatifs dont vous parliez tout à l'heure. Et l'or a ce rôle traditionnel d'être un actif de précaution, un actif d'assurance. Et évidemment, ce n'est pas un actif potentiellement de rendement régulier puisqu'il ne produit ni dividendes ni coupons. Mais sur le long terme, il s'apprécie. Alors, vous nous avez parlé des banques centrales. Pour autant, est-ce que les particuliers ont eux aussi ce réflexe d'aller plus vers l'or ? Alors justement, l'autre indicateur que je voulais noter, c'était le fait que les investisseurs particuliers américains et européens, en particulier en 2022, ont acheté beaucoup d'or. Ils ont acheté pour plus de 1200 tonnes d'or sous forme de pièces et lingots. D'accord, donc d'or physique pour le coup. D'or physique. Hein. D'accord, ouais. C'est le deuxième, c'est le même montant qui avait été acheté en 2011 au plus fort de la crise des subprimes. D'accord. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle en matière d'indicateur de confiance finalement Oui, non, en fait, c'est simplement peut-être aussi dans le fait que l'autre élément, c'est pas simplement la crise, mais là, on l'a, c'est l'inflation aussi. D'accord. Oui. Et il est important, dans un contexte inflationniste, il est important de noter que contrairement aux institutionnels, les particuliers n'ont pas énormément de moyens pour se couvrir contre l'inflation. Et quand on regarde les moyens qu'ils ont bien sûr la pierre, hein, c'est vrai, mais bon, la pierre, il faut y aller, c'est lourd, le ticket d'entrée. Et ils avaient l'or, traditionnellement, qui protège contre l'inflation. Alors que c'est vrai que les institutionnels ont plus de moyens de couverture. Ils ont l'or, mais ils ont d'autres éléments. Mais alors, l'or qui voit son prix augmenter protège contre l'inflation ? L'or, en fait, ce qui se passe, c'est que son prix augmente. Alors, mais ce qu'il faut regarder, c'est le cours de l'or sur du moyen-long terme. Bon. Et vous avez aujourd'hui le fait, par exemple, si on prend sur 3 ans, j'ai regardé avant de venir, le cours de l'or, il a augmenté de 24% en dollars et de 24% en euros sur 3 ans. D'accord. Donc, il faut savoir que l'or s'apprécie sur le moyen-long terme. Et si vous regardez l'autre indicateur qui est très important, parce qu'il y a la monnaie aussi. Hein, l'inflation, c'est aussi lié à la monnaie, hein, la valeur de la monnaie perd. Bon, si vous regardez l'or sur 20 ans, vous verrez que l'or est stable. Toutes les grandes devises se sont effondrées. D'accord. Bon, donc c'est simplement le fait que l'or est un étalon. Oui, bien sûr. Je ne veux pas revenir c'est le référent de la valeur. Oui, voilà. Et donc c'est ça que les gens connaissent, c'est-à-dire on a une réserve de valeur qui s'apprécie et qui généralement vous permet, si vous voulez, de ne pas perdre. Donc, on ne gagne pas forcément beaucoup, mais on ne perd pas. Et puis l'autre élément dont je vous parlais tout à l'heure, c'est en cas de crise certaine, c'est une manière de diversifier. Hein. Bien sûr, oui. C'est très bien d'avoir des actions, c'est très bien d'avoir des obligations, c'est très bien d'avoir de l'assurance vie, c'est parfait de diversifier, mais c'est bien d'avoir des actifs réels, et des actifs réels sans risque de contrepartie comme l'or. Alors justement, si on veut investir dans l'or actuellement, donc il y a 2 solutions, c'est ou l'achat d'or physique, ou j'ai envie de dire l'achat d'or sur les marchés financiers. Donc là, on revient vers un achat d'ETF finalement. Oui, alors les ETF, il y a eu pas mal de sorties d'ETF en 2022. Hein, si vous voulez, si on regarde la demande globale d'investissement en 2022, il y a eu un certain nombre de sorties d'ETF parce que les institutionnels ont été sur d'autres. C'est beaucoup les institutionnels qui investissent sur les ETF, moins les particuliers. Ouais. Bon, ce qu'il faut voir là, j'ai regardé également, on vient de dire qu'au mois de mars, il y a une entrée sur les ETF à cause de ce qui s'est passé sur les banques. Okay. Donc les institutionnels sont revenus sur les ETF au mois de mars. Hein. Alors, donc les banques centrales achètent de l'or dans leurs réserves, les institutionnels achètent des ETF en or et les particuliers achètent de l'or physique. D'accord. Mais il y a quand même un retour global sur l'or. Oui, alors donc, les banques centrales, il faut savoir, c'est que depuis 2009, elles ne vendent plus. D'accord. Hein, donc elles achètent régulièrement et en 2022, elles ont acheté énormément. Alors, pas toutes les banques centrales, hein, mais les chiffres sont colossaux quand même. C'est 1100 tonnes, c'est énorme. Quand même. Voilà. Alors, pour revenir sur votre question... Sur les ETF, oui. Sur les ETF, bon, c'est intéressant. Le problème, c'est pas le problème, le bémol sur l'ETF, même si c'est adossé à l'or physique, vous avez un minimum de risque émetteur. Bien sûr. Parce que c'est du papier. Oui, bien sûr, c'est une institution qui émet l'ETF. Voilà, sûr, donc, et vous repliquez le cours de l'or, mais vous n'avez pas la livraison physique de l'or. Sauf pour certains, il faut payer des frais énormes et avoir un compte ouvert sur le marché de Londres.
Donc, il n'y a pas beaucoup de particuliers qui ont un compte ouvert sur le LBM, le plus grand marché international de l'or. En revanche, les particuliers, donc si vous êtes particulier, ce qui les intéresse, eux, c'est de voir la disponibilité physique de l'or, même s'ils le font garder, ce qui est possible. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir des lingots d'or chez soi. Non, mais à tout moment, ils peuvent se faire livrer, si vous voulez. Là, ils le font conserver, et puis ils se font livrer. Ou alors, ils mettent en place des systèmes d'assurance chez eux, avec des coffres, etc. Bon, tout dépend des quantités. Ou bien alors, le mettre dans un coffre à la banque, sachant qu'il y a des limites en termes d'assurance des coffres dans les banques, vous le savez. Mais donc, voilà, la différence, c'est que les particuliers vont plus sur leur physique. D'abord, premièrement, parce qu'il y a ce côté de risque, d'absence de risque de contrepartie, qui est pour eux assez fondamental. On rappelle quand même rapidement, François Delassus, que quand on parle d'or physique, on ne parle pas de bijoux. On parle on parle, parce que le bijou c'est un produit de consommation, donc il y a une TVA dessus. Bien sûr. Sur l'or physique, pièces et lingots, vous avez un minimum. C'est ça, c'est des pièces et lingots émis par des professionnels, effectivement, les pièces sont émises par des institutions officielles. Elles doivent avoir cours légal ou avoir eu cours légal, en prenant le Napoléon par exemple, elles doivent contenir au moins 900 millions d'or fin, et la prix ne doit pas dépasser en principe 80% par rapport au prix de l'or. Bon, donc ça c'est un peu... Quant à l'or physique d'investissement sous forme de barres, lingots et lingotins, il faut au moins 995 millièmes d'or fin. Voilà, donc vous avez des produits qui ne sont pas des bijoux. Bon à savoir, effectivement, quand on parle d'investissement dans l'or physique, tout ça est très réglementé. Merci beaucoup François Delassus d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes consultant pour Or en Cash et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.